Bonsoir Chérif, la lutte contre le cancer, nous en reparlons encore ce soir au-delà de l'émotion suscitée par la panne de l'appareil de radiothérapie de l'hôpital Le Dantec. Un spécialiste de la maladie répond à nos questions. Dr Djibril Ndaw, docteur d'État en médecine depuis 1983, ancien chef de service du département onco-hématologie de l'hôpital central King Saoud du Royaume d'Arabie Saoudite, un hôpital tertiaire de référence avec 1000 lits. Il a également une expérience en France. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Monsieur Khan. Pouvez-vous nous parler justement de votre expérience de la pratique médicale? Écoutez, merci de me donner cette opportunité de parler du cancer en tant que spécialiste et formé à la bonne école en France quand même, et puis ensuite qui a quand même eu 20 ans de pratique. Et avec la particularité que c'est une pratique facile. Pourquoi facile? Parce que j'avais les moyens. Voilà, donc que ce soit en France ou en Arabie Saoudite. Facile quand on a les moyens. Quand on a les moyens. Pour vous dire un exemple, mon budget de mon hôpital en Arabie Saoudite est de 500 milliards de francs CFA. Un seul hôpital. Oui. Voilà. Ça fait bien plus que même le budget du ministère de la Santé réuni. Voilà. Donc, oui. Parlez-nous de cette expérience. Oui. Écoutez, malheureusement, le cancer est une maladie difficile. L'Arabie Saoudite est un pays jeune. Donc, encore, nous recevons des malades à un stade un peu avancé de leur maladie. Mais nous faisons en sorte que les moyens qui sont mis à notre disposition permettent quand même d'en guérir de plus en plus, mais surtout aussi ceux qui ne sont pas guérissables, de les accompagner le plus longtemps possible. Oui. Voilà le principe. Oui. Voilà. Et quelle a été votre réaction quand vous avez appris que l'appareil de radiothérapie du pays, c'est le seul d'ailleurs du Sénégal, était hors d'usage? Écoutez, cette histoire de radiothérapie, je la connais très bien. Pourquoi? Parce que simplement, l'association qui a initié ce projet-là et l'a réalisé, elle s'appelle l'Association de recherche contre le cancer à Paris à Villejuif. D'ailleurs, c'est cette association-là qui m'a pris en charge pour ma première formation en 1994. C'est eux qui ont construit la bombe à cobalt de Dakar et qui l'ont bien sûr installée. Donc, je savais que dans sa structure, dans laquelle cette unité de radiothérapie a fonctionné, c'était nécessairement une prélude à pas mal de problèmes. Oui. Cet appareil est venu au Sénégal en 1989, mais vous me disiez tout à l'heure dans notre échange préalable qu'il y avait un appareil de radiothérapie dans les années 50 déjà à Dakar. Oui, malheureusement, Dakar a très tôt été au diapason de la médecine, du temps de la colonisation. Et nous avons connu effectivement très tôt les premiers appareils de radiothérapie utilisés en Europe, qu'on appelle la 240 kV. Et plus que cela, on faisait ce qu'on appelle la radiothérapie interstitielle dans les cancers du sein. C'était une forme de radiothérapie, mais avec des aiguilles qu'on implantait au niveau du col utérin qui était malade. Ça, nous avons fait ça à Dakar. Ensuite, les indépendants sont venus. Et malheureusement, ou parce que les moyens ou les politiques, en tout cas, les choses sont restées comme... Voilà, en fait, pour moi, il y a une détérioration. Oui. Voilà, parce que très longtemps, l'Institut du cancer a fonctionné un peu sans spécialité. Voilà, c'était des chirurgiens, c'était de bonne volonté qui venaient autant que faire se peut pour essayer de faire fonctionner le service. Vous en êtes un spécialiste bien sûr de cancérologie et d'onco-hématologie. Au-delà de cet appareil qui est de toutes les façons hors d'usage aujourd'hui, une commande de 3 nouveaux appareils a été passée par le gouvernement du Sénégal aux Émirats arabes unis. Une bonne option? Écoutez, je pense que ce n'est pas une bonne option. Pourquoi? C'est très simple. Le premier appareil, la bombe à cobalt qui a été installée à Dakar. Et ensuite, je crois que quand le premier appareil est tombé en panne, les Turcs nous ont donné un second appareil. Mais je vais vous dire fondamentalement quel est le problème de la radiothérapie.
au-delà de l'appareil, il y a toute une stratégie de ressources humaines et de ressources techniques. La ressource humaine, il faut sûrement un radiothérapeute. Il faut des techniciens. Il y en a juste 2 au Sénégal. Oui, parfait. Oui. Bon, on peut en discuter un autre jour. Et ensuite, il y a un plateau technique autour de la radiothérapie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut un scanner ou une IRM exclusivement dédié à la radiothérapie. À une autre étape, il y a ce qu'on appelle un simulateur. Ce scanner ou bien l'IRM est relié directement au simulateur qui permet virtuellement d'imaginer comment nous allons irradier le malade. Et ensuite, ça passera aux mains du radiothérapeute, mais après avoir été bien étudié par ce qu'on appelle le radiophysicien. C'est l'élément central d'un service de radiothérapie. Le radiophysicien, il n'est pas médecin. Son rôle, c'est les effets des rayons sur les humains. Il a des appareils qui permettent de dire, voilà, j'ai un tel type d'appareil. Voilà comment je peux travailler tel organe qui est malade sans léser. Et ça, c'est une notion très importante. Sans léser les tissus environnants. Donner la dose qu'il faut à la partie malade et éviter de créer des lésions aux alentours. C'est ce qui se fait ici, non? Mais écoutez, il n'y a pas de radiophysicien à ma connaissance. J'en ai jamais connu. Il n'y a pas de simulateur. Il n'y a pas de scanner. Je veux dire, c'est une radiothérapie qui se fait au pif. À moins qu'il n'y ait quelqu'un pour me démentir, mais jusqu'au moment où je vous parle, ça s'est toujours passé comme ça. Oui, on a parlé quand même d'appareils très performants, très modernes qui vont maintenant arriver avec cette nouvelle commande. Oui, mais je veux dire, vous ne pouvez pas... Oui. C'est des appareils qui coûtent excessivement cher, M. Khan. Oui. Le minimum, c'est $1,500,000. Oui. Ça, c'est vraiment le minimum. Et encore. Et on peut aller jusqu'à $6 millions. Alors, des appareils comme ça, nous ne pouvons pas les commander quand les préalables ne sont pas réunis. Ce n'est pas possible. Je veux dire, nous allons vers la catastrophe. Ce schéma, ce plateau technique est totalement indispensable pour mettre un accélérateur, par exemple, linéaire. Parce que je vais vous donner, il y a 2 ou 3 types de radiothérapie. Il y a ce qu'on appelle le cobalt, que nous connaissons tous. Donc, c'est une source naturelle, voilà, qui se désintègre dans le temps. Donc, on essaie d'orienter son mécanisme de désintègrement pour soigner. C'est des rayons X. Ensuite, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les accélérateurs linéaires. Ça, c'est des appareils à haute énergie qui produisent eux-mêmes le rayonnement. Donc, là, dès que vous arrêtez l'appareil, vous n'avez plus de rayonnement. Et puis, il y a éventuellement ce qu'on appelle la radiothérapie interstitielle, qui dérive du du second. Alors, mais tout cela demande une stratégie de formation du personnel, mais surtout d'installation technique indispensable pour faire fonctionner ces machines. On espère que les autorités feront bon usage de vos conseils, de votre alerte. Oui, non, mais le problème n'est pas simplement ça. Oui. Le problème, c'est que vous achetez un appareil à imaginons 2 milliards. Mais vous risquez de faire autant d'investissements pour mettre sur place cette logistique autour de l'appareil. Et si autour de l'appareil, il y a la logistique technique, il n'y a pas l'expertise humaine des techniciens, mais ces appareils-là ne marcheront jamais. Très bien. 3 nouveaux appareils vont arriver pour une population de 13 millions, 14 millions d'habitants. Cela vous rassure déjà? Ah, ça ne me rassure pas. Oui. Je suis désolé, ça ne me rassure pas. La politique d'implantation de la radiothérapie obéit à des règles. Bon, le Sénégal a la liberté de faire ce qu'elle veut, mais dans les pays où la radiothérapie est normalement bien utilisée, il y a des études de faisabilité, des études de rentabilité, parce que c'est des appareils qui coûtent excessivement cher, donc nous devons attendre un certain résultat dans l'utilisation de ces... Des appareils qui vont arriver au mois de juin, d'après le président de la République. Il faudra combien de temps pour que tout soit au point? Non, c'est pas possible, c'est pas possible.
Ça sera au point quand? Je ne sais pas quel type d'appareil il veut. Si c'est une radiothérapie à cobalt, le bunker est déjà là. Il suffit de réinsérer la source, renforcer l'équipement et puis travailler. Mais si c'est un accélérateur linéaire, qu'on appelle le LINAC en anglais bien sûr, il nous faut minimum 1 an. 1 an pour les faire fonctionner correctement. Voilà. Il faudra construire des bunkers avec tout ce qui va avec. Assez spécial, et quand c'est 3, il faudra au moins 3 bunkers. Bien sûr. Vous êtes justement, partant un peu de ce qui s'est passé à Le Dantec, un partisan d'une large concertation de ce que vous appelez les scientifiques, la société civile autour de l'État pour la prise en charge des malades atteints du cancer. Quels devraient être les contours d'une telle concertation? Mais écoutez, c'est quand même... j'ai reçu récemment un profil de l'évolution des maladies dans les pays sous-développés. Dans une quinzaine, vingtaine d'années, les 3 principales maladies auxquelles nous allons faire face, c'est le cancer, c'est les maladies cardiovasculaires et les accidents de circulation. Et actuellement, la plupart des décès dus au cancer, à peu près 50 à 60%, c'est dans les pays à moyens économiques très limités. Oui, quand vous parlez maintenant de concertation. Alors, cette concertation-là, j'ai jamais vu un pays où la lutte contre le cancer se fait normalement sans cette concertation. D'abord, entre scientifiques, parce qu'il faut échanger des données, il faut échanger nos expériences. Surtout, ce sont des données qui sont très variables dans le temps, parce que tous les jours, il y a des nouveautés pour améliorer le sort des malades. Et pourquoi une interaction avec la société civile? Parce que quand même, les malades, il faut qu'ils aient un mot à dire. C'est eux qui sont malades. Et bien sûr, l'État autour de l'État qui doit harmoniser tout cela. Je pense que ça me paraît si simple que ça. Peut-être difficile à faire. Mais dans un pays bien organisé, je pense que ça doit se passer comme ça. Et qu'est-ce qui a manqué jusqu'ici dans notre stratégie de lutte contre le cancer? Écoutez, à mon avis, je crois que c'est à 2 niveaux. C'est l'État qui, au travers du ministère de la Santé, doit s'approprier de ce problème de la lutte contre le cancer. Ça, c'est une puissance qui appartient au ministère de la Santé. Dans tous les pays où le cancer relativement marche, c'est l'État qui est le directeur de cette lutte-là. Deuxièmement, il y a la médiatisation. En fait, bien avant la médiatisation. Deuxièmement, je dirais les ressources humaines. Je me rappelle, c'est très court. Mon premier séjour en France, 84-88, je suis revenu. Et j'ai vraiment travaillé dans un des premiers centres de lutte contre le cancer à Paris, avec le professeur Maté. Mais quand je suis revenu, je me suis rendu compte que ma formation n'était pas suffisante. Et pourtant, j'étais tous les jours avec les autres collègues. Donc j'ai dû retourner en 89, par mes propres moyens. Et puis vous parlez beaucoup de sensibilisation sur les maladies du anglais, sang, c'est ça, une politique de prévention, dépistage, mais aussi amener les malades à consulter plutôt le corps médical. Oui. Absolument. Je vous donne un exemple. Une politique que j'ai initiée en Arabie Saoudite. C'est le test prénuptial avant de se marier, parce que c'est un pays où il y a énormément de drépanocytose et de thalassémie. C'est des maladies génétiques du sang. Alors, aujourd'hui, nous mettons en face les populations pour leur dire, voilà ce que vous avez comme tard. Si vous vous mariez, c'est votre choix, mais voilà, il y a 25% de vos enfants, je le dis comme ça sur le plan statistique, qui vont avoir la maladie et qui vont en mourir. Voilà, ils n'iront jamais à l'école, ils seront tout le temps à l'hôpital, ils vont souffrir. Et cette politique-là est en train de donner des résultats aujourd'hui. Et nous savons que nous sommes dans une zone de haute incidence de maladies de ce genre. Pourquoi pas ne pas aussi instaurer des politiques comme ça au Sénégal?
Et on termine par votre terroir, Sédhiou. Il y a une initiative que vous avez en direction Merci de beaucoup votre localité d'origine, de votre terroir. Voilà, la région de Sédhiou, voilà, c'est la Oui. 14e région du pays qui est dans des difficultés extraordinaires de développement. Alors depuis un an, exactement le 22 novembre 2015, nous nous sommes réunis à Doutasek en tant que fils du terroir pour voir un peu comment participer à l'évolution économique de cette région-là. En un mot. Alors, Oui. ça commence à marcher. Oui. Voilà, donc dans un mois et demi, Oui. nous nous retrouvons à Sédhiou Oui. pour faire l'Assemblée générale constitutive. Oui. Le but, c'est de nous mêler aux populations Oui. et de créer un processus de retour au travail. Parce que nous avons constaté que très globalement, dans cette région-là, les gens disent qu'il n'y a pas de travail, mais la terre est là, elle est partout, l'eau est là. Bien sûr qu'il y a la remontée saline qui est là, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies. Donc, nous voulons que les gens se remettent au travail, parce que nous n'avons connu que ça. Oui. Voilà, donc notre philosophie de cette convention-là, c'est justement de nous mêler aux populations et d'amener une synergie dans le développement, mais par soi-même. Parce qu'un État, il ne faut jamais oublier qu'un État, c'est deux composantes. Ce que l'individu est capable de faire par lui-même, et ensuite, quand l'État vient le trouver dans la dynamique de développement, ça devient plus facile. Les populations de Sédhiou vous attendent. J'espère. Merci beaucoup. Docteur Djibril Ndao, je rappelle que vous êtes docteur d'État en médecine, ancien chef de service du département onco-hématologie de l'hôpital central du Royaume d'Arabie Saoudite. Chérif, c'est tout pour ce soir. Ce débat sur le cancer, parce que c'est très important, se poursuivra certainement. Merci. Demain, le rendez-vous avec Antoine Diouf. Excellente soirée.